Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir. Je vais avoir le plaisir d'évoquer devant vous la question de la qualité requise pour refuser le renouvellement d'un bail commercial. Dit comme cela, ce sujet semble une tête d'épingle très technique de surcroît, mais vous allez voir les enjeux très concrets qui y sont attachés. Pour traiter cette question, je procéderai en 3 épisodes. D'abord, très simplement, j'exposerai quelques règles de base qui vous permettront d'appréhender le cadre juridique à l'intérieur duquel cette question se pose. Ensuite, je m'inspirerai d'une affaire dont la Cour de cassation eut récemment à connaître, sur laquelle elle a rendu un arrêt en septembre 2022, et qui vous donnera une illustration factuelle, concrète, de la manière dont se pose cette question en pratique. Et enfin, dans le dernier épisode, je m'appuierai sur cette affaire pour élargir quelque peu la perspective et traiter la question de façon plus générale. Premier épisode, les règles de base. Elles sont très simples. Un bail commercial est consenti pour une durée minimale de 9 ans, c'est la loi. À l'issue de cette période, les parties doivent prendre position. Soit elles renouvellent le contrat, ce qui signifie qu'un nouveau contrat de bail va recommencer à courir en principe pour une durée identique, soit elles ne renouvellent pas le contrat, leur relation s'arrête là, mais comme j'y reviendrai, si le renouvellement est refusé, une indemnité dite d'éviction est due au locataire pour réparer le préjudice que ce refus lui cause. Donc dans mon hypothèse, le locataire sollicite le renouvellement du bail, ainsi qu'il en a le droit, et ce renouvellement lui refusé, ce qui est tout aussi licite. Question, qui a qualité pour refuser le renouvellement, qui a qualité pour délivrer ce refus? Facile, me direz-vous? Ben oui, le bailleur, évidemment. Mais précisément, l'affaire dont je vais m'inspirer ici montre que cette évidence peut donner lieu à difficultés en pratique. Je dis que je m'inspire de cette affaire parce que, pour des raisons de clarté pédagogique, je vais en simplifier un tout petit peu les circonstances. Donc j'en viens à l'affaire, deuxième épisode. S'il fallait la résumer d'une phrase, à première vue, je dirais: le diable est dans les détails. Car c'est bien d'un détail qu'il semble s'agir ici. Imaginez-vous, 2 petits mots manqués sur un document. Je dis bien 2 mots, c'est pas une métaphore, c'est pas une façon de parler. 2 mots manqués sur un document. Et une situation juridique s'en est trouvée irrémédiablement bouleversée. Tout commence lorsqu'une SCI donne des locaux commerciaux à une filiale d'un grand groupe de distribution. Ça se passe en 2003, et alors que le bail est en cours, une société que je nommerai Société E a acquis les locaux donnés à bail. Donc cette acquisition n'a aucune incidence sur le contrat de bail. La société E a acquis un bien occupé par un locataire et le bail constitue un titre d'occupation qui lui est parfaitement opposable. Donc simplement, la société E se substitue à la SCI comme bailleur, c'est tout. Donc elle reprend les obligations de la SCI, les avantages également que lui confère le bail, mais rien ne change. Le même jour, la société E a promis à une société S, et après, il n'y a plus d'autres acteurs, de lui vendre ses locaux à une échéance lointaine
et en même temps, elle lui donne une procuration, un mandat pour gérer le bail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est-à-dire que la société S, en plus d'avoir le droit d'acquérir les locaux plus tard si elle le souhaite, est en quelque sorte déléguée par la société E pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion du bail. Donc c'est la société S qui va poursuivre le paiement des loyers, qui va contacter les entrepreneurs pour l'entretien du local. En fait, la société S va faire un peu l'agent immobilier. Et mieux encore, et c'est évidemment important pour la suite, la société S reçoit le pouvoir de notifier au locataire le refus de renouvellement. Donc la société E s'est complètement déchargée du bail. Donc tout est en place. D'un côté, j'ai un bail commercial en cours entre la société E et la locataire filiale d'un groupe de distribution. Et de l'autre côté, j'ai une promesse de vente entre la société E et la société S, promesse de vente assortie d'un certain nombre de pouvoirs de gestion accordés à S. S qui va faire, comme je le disais, l'agent immobilier. Puis, le bail continue, personne ne bouge, et arrive la date fatidique, la fin de la période de 9 ans. Date à laquelle il faut que les parties prennent position. Donc, soit Eurosic propose le renouvellement, soit la locataire sollicite le renouvellement. Le nom m'a échappé. Ici, c'est la locataire qui a pris l'initiative. La locataire a signifié non seulement à la société E, mais également à la société S, deux précautions valent mieux qu'une. Elle a donc notifié aux deux une demande de renouvellement. La société E n'a pas donné suite, de toute façon elle s'était complètement déchargée de la gestion du bail. C'est donc la société S qui a notifié à la locataire un refus de renouvellement qu'elle a assorti d'une proposition d'indemnité d'éviction. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Donc a priori, aucune difficulté. Et pourtant, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler parce que dans son courrier de refus, c'est la société S, décidément, la société S, dans son courrier de refus, a omis de mentionner deux mots, les deux petits mots auxquels je faisais allusion tout à l'heure. S, qualité, abréviation de en la qualité de. Si elle avait rajouté ces deux petits mots, elle aurait précisé qu'elle agissait non pas en tant que société S, non pas en son nom propre, mais au nom de la société E, au nom du vrai bailleur. Et comme ces deux petits mots faisaient défaut, eh bien ce courrier était rédigé de telle sorte que la société S semblait refuser le renouvellement en son nom propre, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire puisqu'elle n'était pas bailleresse. Et c'est précisément ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans la décision à laquelle je faisais référence tout à l'heure, dans un bel énoncé de principe. Je vous le cite tel qu'il est rédigé. Pour produire effet, tout refus de renouvellement doit émaner du bailleur ou de son mandataire, S qualité. Donc, pour que la société S puisse valablement délivrer ce refus de renouvellement, il fallait qu'elle le fasse en précisant agir en tant que mandataire, et uniquement en tant que mandataire. Après tout, la société E pensait ne pas rester propriétaire du bien sur le long terme. Il est donc tout à fait logique qu'elle ait mandaté la société S, futur propriétaire probable, pour gérer le bail et notamment refuser le renouvellement. Mais vous allez me dire, la société S était bien mandatée pour refuser le renouvellement. C'est bien elle qui a refusé le renouvellement. Alors tout va bien. Pourquoi on pinaille pour deux mots? Pourquoi on pinaille pour une mention? Posez cette question,
c'est oublier un point fondamental en droit, que je vous invite à ne jamais oublier dans le cadre de votre cursus, c'est qu'en droit, l'important n'est pas tant de savoir qui agit, l'important c'est de savoir en quelle qualité il agit. Un refus délivré en nom propre par la société S, cela équivalait à un refus délivré par vous ou moi, donc par une personne totalement étrangère à l'affaire. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer l'importance de cette notion de qualité en droit. Donc je vais faire abstraction momentanément de notre affaire et puis j'y reviendrai pour vous livrer quand même la suite. Premier exemple, imaginez un accident de la circulation. La victime agit contre le responsable pour obtenir une indemnisation de ses dommages corporels. Le procès a lieu et pendant le procès, avant que la décision ne soit rendue, la victime décède. Ses héritiers reprennent l'action judiciaire, mais précisément, ils la reprennent en leur qualité d'héritier. Ils la reprennent qualité, pas en leur nom propre. Parce que s'ils la reprennent en leur nom propre, ils ne pourront pas solliciter l'indemnisation des dommages corporels de la victime, puisque ce n'est pas eux, la victime, ce n'est pas eux qui ont subi ces dommages corporels. En leur nom propre, la seule chose que les héritiers peuvent réclamer, c'est l'indemnisation de ce que l'on appelle, si vous rencontrez cette catégorie plus tard, le préjudice par ricochet, c'est-à-dire le préjudice correspondant aux troubles ressentis dans leur existence du fait des dommages corporels subis par la victime. Ils ont eu un père ou une mère lourdement affecté, lourdement blessé par un accident de la route. Évidemment, cette situation leur a causé un préjudice personnel. Et de ce préjudice personnel, ils peuvent demander la réparation en leur nom propre. Donc, mes héritiers ici vont demander qualité l'indemnisation des préjudices corporels de la victime et en leur nom propre, réparation de leur propre préjudice par ricochet, qui est la plupart du temps un préjudice moral. Second exemple, je serai plus bref là-dessus, imaginez une personne placée en liquidation judiciaire. C'est évidemment une mauvaise nouvelle, mais la loi prévoit que dans cette hypothèse, la personne est complètement dessaisie, alors il y a quelques petites exceptions, mais la personne est globalement dessaisie de la gestion de ses affaires. C'est le liquidateur qui va gérer l'entreprise à la place de la personne, et évidemment, il ne la gère que pour en réaliser les actifs. Il la gère dans une perspective de liquidation. Mais à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus assigner en justice la personne en liquidation, qu'elle soit physique ou morale, peu importe. La personne que vous devez assigner, c'est le liquidateur, et il faut que vous le fassiez qualité. Combien y a-t-il de procédures qui ont capoté, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'est le liquidateur en son nom propre qui a été assigné et que l'avocat a oublié de préciser que le liquidateur était pris qualité de liquidateur de Monsieur X, Madame Y ou de la société Z. Donc si vous ne précisez pas que le liquidateur est assigné qualité, c'est comme si vous assigniez en qualité un tiers parfaitement étranger à l'affaire. Donc si c'est la bonne personne qui agit, mais en une qualité erronée, tout se passe comme si un tiers complètement extérieur se mêlait de ce qui ne le regarde pas. En une mauvaise qualité, je suis quelqu'un d'autre, tout simplement. Je ne suis plus moi-même. Je reviens à mon affaire de bail commercial. Donc le jour où il a été délivré, le refus n'était pas valable parce que donné en nom propre par une personne qui n'était pas le bailleur. Autant vous dire que le refus a été délivré par vous ou moi. Alors il y aurait eu une solution assez simple, semble-t-il, et l'on s'étonne
qu'elle n'ait pas été mise en œuvre, ou du moins l'on s'étonne qu'elle n'ait pas été au moins discutée. Certes, la société S a délivré le refus sans avoir le pouvoir de le faire. Mais ce qu'une personne a fait sans pouvoir peut toujours être approuvé après coup par la personne qui, elle, avait le pouvoir. C'est ce qu'on appelle une ratification. Qu'est-ce qui empêchait la société E, qui était bailleresse en titre, qu'est-ce qui l'empêchait? Dès que l'allocataire a contesté le refus, qu'est-ce qui l'empêchait de ratifier, en signant un document, donc de régulariser a posteriori le refus de renouvellement qui avait été mal délivré. En plus, la ratification en principe rétroagit, et donc le refus aurait été valable dès l'origine, dès sa notification par la société S. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme vous le savez, le bailleur est resté silencieux et aucun refus n'a été valablement délivré. Résultat, on a appliqué la loi, et la loi ici, c'est le Code de commerce dans son article L145-10. Je résume en substance. Le bailleur est réputé avoir accepté le renouvellement du bail précédent s'il n'a pas fait connaître son refus dans les 3 mois de la demande en renouvellement. Comme aucun refus n'a été valablement délivré dans ce délai de 3 mois, eh bien le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit par l'effet de la loi pour 9 ans. Donc on espère que l'option d'achat de la société S n'expirait pas avant cette nouvelle période de 9 ans. Sinon, en oubliant les 2 petits mots S-qualité, cela lui aura coûté non seulement 9 ans supplémentaires, mais en plus la possibilité d'acquérir les locaux et tous les profits qu'elle espérait en retirer. Donc c'est le moment de le redire et de le confirmer puisque nous l'avons vérifié. Le diable est bien dans les détails. 2 mots et vous en prenez pour 9 ans avec une péremption de votre éventuelle option d'achat. J'entame le 3e et dernier épisode. Indépendamment même de cette affaire en fait a le mérite de nous inviter à nous interroger de façon plus large sur les pouvoirs requis pour refuser le renouvellement du bail. Car il y a évidemment des situations un tout petit peu plus classiques que celle-ci où la question fait difficulté. Ce que cette affaire nous apprend, c'est que le refus, et c'est l'enseignement à tirer de l'arrêt de la Cour de cassation, le refus doit être obligatoirement délivré par le bailleur ou son mandataire S-qualité. Ce qui semble assez évident à première vue, il a donné à bail sa chose, à lui donc, ou à la personne qu'il représente, d'en refuser le renouvellement dans le respect, évidemment, des règles du statut des baux commerciaux. Mais au-delà de ça, si le bailleur a qualité pour refuser le renouvellement, c'est parce qu'on suppose qu'il avait déjà qualité pour consentir le bail, initialement. Et nous voilà amenés vers cette question que j'annonçais il y a un instant, la question de pouvoir. Celui qui a le pouvoir de refuser le renouvellement du bail n'est autre que celui qui a le pouvoir de le consentir à la base. Dans la plupart des cas, la chose est évidente, puisque le bail commercial est consenti par le propriétaire lui-même. Alors évidemment, le propriétaire, il peut faire tout ce qu'il veut, dans la limite des lois et règlements. Donc, il peut donner à bail, il peut refuser le renouvellement. Mais les choses ne sont pas toujours si simples, parce qu'il y a des hypothèses où le local commercial, n'a pas de propriétaire au singulier, n'a pas de propriétaire à proprement parler. Je vise ici 2 hypothèses. Première hypothèse, le local est en indivision. Nous allons voir ce que cela signifie. Seconde hypothèse, le local fait l'objet d'un usufruit. Et je terminerai par là. Je reviens sur la première hypothèse, le local en indivision.
Lorsqu'un bien, meuble ou immeuble, peu importe, lorsqu'un bien est en indivision, cela signifie que plusieurs droits de même nature s'exercent concurremment sur lui. Par exemple, plusieurs droits de propriété. Cette situation advient notamment, pas uniquement, mais notamment, en cas de décès de propriétaire, si plusieurs héritiers viennent à la succession. En attendant le partage des biens du défunt entre les héritiers, eh bien les héritiers se retrouvent en indivision sur tous ces biens. Les indivisaires sont donc tous propriétaires du même bien ou du même ensemble de biens. Il est évidemment très fréquent en matière successorale qu'il y en ait plusieurs. Mais qu'il y en ait un ou plusieurs, ça ne change rien. Les indivisaires en sont tous pareillement propriétaires. Revenons au bail commercial. Supposons un local en indivision, donc un local ayant plusieurs propriétaires. Qui a le pouvoir pour conclure le bail et partant pour en refuser le renouvellement? La question mérite d'être posée car chaque indivisaire est propriétaire à l'égal des autres. Chacun pourrait donc se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour conclure seul le bail. Mais d'un autre côté, on sent bien qu'on peut difficilement admettre que l'un des indivisaires passe le contrat dans le dos des autres, tous autant propriétaires que lui. Et ce d'autant plus que, vous le verrez si vous prenez le cours correspondant, le bail commercial est un acte particulièrement impliquant pour la chose, le local, qui en fait l'objet. Il ne faut pas oublier en effet qu'à l'issue du contrat, dont la durée minimale, nous le savons, est de 9 ans, le locataire a un droit acquis au renouvellement, droit qu'il tient de la loi. Si le bailleur veut à toute force refuser le renouvellement pour récupérer la jouissance de son bien, il doit payer l'indemnité dite d'éviction, celle qui répare le préjudice subi par le locataire à raison de ce refus de renouvellement, préjudice qui peut aller de la seule perte du droit au bail jusqu'à la perte du fonds de commerce, donc il peut s'avérer substantiel. Donc, à moins de payer cette indemnité, ou d'attendre que le locataire parte de lui-même, une fois donné à bail commercial, le bien devient complètement indisponible. Donc d'un côté, l'indivisaire est propriétaire et pourrait s'en prévaloir pour donner le bien à bail commercial. De l'autre, les implications de ce contrat sont telles qu'il serait pour le moins surprenant de se passer totalement du consentement des autres indivisaires. C'est ce que décide la jurisprudence. Pour donner un bien indivis à bail commercial, il faut obtenir le consentement de tous les indivisaires, sans quoi, les indivisaires qui n'ont pas consenti peuvent solliciter l'expulsion du locataire, comme si le bail n'existait pas à leur égard. Le bail leur est inopposable. Même chose pour le refus de renouvellement. Le refus de renouvellement, la Cour de cassation l'a dit, ne peut être délivré que par tous les indivisaires à l'unanimité. En fait, tout se passe comme si le bailleur n'était autre que l'ensemble des indivisaires. J'en viens à la seconde situation, le local, objet d'usufruit. Ici, le local se partage entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Dans une telle hypothèse, c'est, vous le savez peut-être, l'usufruitier qui concentre, pour ainsi dire, tous les pouvoirs concrets sur le bien. Il peut s'en servir, c'est le droit d'usage, et il peut également en retirer les revenus, s'en approprier les revenus. C'est ce qu'on appelle en droit les fruits. Quant au nu-propriétaire, s'il ne peut ni se servir de la chose, ni en retirer les revenus, qu'est-ce qui lui reste? Presque rien. Presque rien, si ce n'est la perspective d'un jour redevenir propriétaire. Parce que l'usufruit est toujours temporaire, qu'il soit conféré à une personne physique, à une personne morale, peu importe, il est toujours temporaire. Et donc à la fin de l'usufruit, le nu-propriétaire redevient propriétaire plein et entier
de la chose. Là encore, je n'entre pas dans les détails, mais ce sont les situations de succession qui sont particulièrement propices à la constitution d'un usufruit. Donc je reviens au bail commercial. Supposons que le local fasse l'objet d'un usufruit. Qui a le pouvoir pour conclure le bail? Et partant, qui a le pouvoir pour refuser le renouvellement? L'usufruitier ou le nu propriétaire? La question mérite d'être posée parce que, en tout cas, elle donne lieu à hésitation, parce que d'un côté, le bail commercial permet au local de générer des revenus, les loyers, donc des fruits. Donc il serait logique de considérer que l'usufruitier peut donner le local à bail pour se constituer les revenus qu'il a le droit de s'approprier. Mais d'un autre côté, c'est le nu propriétaire qui subira les conséquences du bail une fois que l'usufruit s'éteindra. Parce qu'une fois que l'usufruit s'éteindra, c'est le nu propriétaire redevenu propriétaire qui sera, si je peux m'exprimer ainsi, pris au piège du droit au renouvellement. Il devra payer l'indemnité d'éviction pour récupérer la jouissance de son local, alors même que c'est l'usufruitier qui avait auparavant conclu le bail. Ici, la loi règle la question, l'article 595 du Code civil plus précisément. Le Code civil interdit à l'usufruitier de donner le local à bail commercial sans l'autorisation du nu propriétaire. Mais ici, il y a une particularité. Pour conclure le bail, il faut que l'usufruitier reçoive l'autorisation du nu propriétaire. En revanche, pour refuser le renouvellement, la Cour de cassation dit que l'usufruitier peut le faire seul, sans l'autorisation du nu propriétaire. Alors pourquoi cette soudaine asymétrie? Pourquoi est-ce que l'usufruitier doit, pour conclure le bail, recueillir l'accord du nu propriétaire, alors que pour refuser le renouvellement, il peut le faire seul? Parce qu'il y a ici une petite subtilité, sur laquelle je terminerai cette conférence, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, le nu propriétaire autorise la conclusion du bail. Le nu propriétaire ne devient pas bailleur pour autant. Le seul bailleur, c'est l'usufruitier. Le nu propriétaire, lui, il ne fait que donner un accord, un petit peu en surplomb, si vous voulez. Le seul qui ait des qualités de bailleur, c'est l'usufruitier. Donc, l'usufruitier a le pouvoir de refuser le renouvellement du contrat de bail sans avoir à solliciter l'avis du nu propriétaire sur cette question. Donc il y a ici, et je termine cette fois vraiment par là, deux distinctions que nous avons mises en lumière. D'une part, la distinction entre la personne qui agit et la qualité en vertu de laquelle elle agit. Cette distinction qui était à l'origine de la difficulté dans l'affaire que j'ai exposée devant vous tout à l'heure. D'autre part, la distinction entre autoriser le bail et conclure le bail. Le nu propriétaire autorise le bail, mais il ne le conclut pas à proprement parler. C'est cette distinction qui est à l'origine du régime particulier du refus de renouvellement en cas d'usufruit. Je vous remercie de votre attention. Donc s'il y a des questions, je dois d'abord les répercuter. Donc vous me les posez, je les répercute parce que sinon je crois qu'on ne vous entendra pas et j'y répondrai du mieux que je pourrai avec plaisir. Je vous écoute. La solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation n'est-elle pas la marque d'un formalisme excessif, nuisible à la prospérité des affaires? Et une autre question, y avait-il un terme dans la promesse de vente? Donc, première question, est-ce que la Cour de cassation n'a pas adopté ici une position trop formaliste, nuisible à la fluidité des affaires ou à l'efficacité? Je partage votre sentiment à cet égard. En réalité, ce qui s'est passé un peu plus techniquement, c'est que la Cour de cassation a appliqué
au congé les textes du Code de procédure civile sur les irrégularités, comme si le congé était un acte de procédure. Et donc, effectivement, on peut regretter qu'on n'ait pas procédé à tout simplement une interprétation de l'acte de refus de renouvellement comme on procède à l'interprétation des contrats. Et de dire que, évidemment, la société S avait tout à fait conscience d'agir en tant que mandataire et par une interprétation donner un peu plus de fluidité aux relations d'affaires. Je partage votre sentiment à cet égard. La deuxième question, la est-il un terme dans la promesse? De mémoire, je crois que le débat ne l'a pas dit. C'est curieux parce que, évidemment, la société, ça subit un préjudice. Elle ne pouvait pas acquérir l'immeuble. Absolument, à moins d'avoir renégocié une prorogation avec la société E. Mais je n'ai pas souvenir que la date de la promesse ait été dans le débat, du moins pas à hauteur de cassation. Vous avez évoqué le délai de 3 mois tout à l'heure, au-delà duquel le renouvellement a lieu, si le bailleur ne confirme pas, ne ratifie pas le refus. Dans ce cas-là, ça veut dire que dans cette affaire, le demandeur avait attendu le dépassement de ce délai pour agir, probablement. Alors, il est très probable que la société que la société locataire a attendu l'expiration du délai de 3 mois pour contester le congé. Oui, c'est assez probable. Parce que sinon, il y aura peut-être une interruption de ce délai, le temps de la procédure, avec une reprise du délai. Alors, ce qui fait que le bailleur aurait pu, peut-être pendant un mois, je comprends. quelques jours après. Alors, je ne sais pas si le délai de 3 mois de l'article L145-10 peut être suspendu, parce que ce n'est pas non plus un délai d'action, ce n'est pas un délai de prescription, vous voyez. C'est un délai fixé par le texte, c'est en quelque sorte qui ne dit mot consent, vous voyez. C'est une espèce de présomption irréfragable. Si le bailleur n'a pas répondu en 3 mois, c'est qu'il accepte le renouvellement en son principe. Donc je ne pense pas, en tout cas, il faudrait une recherche plus approfondie pour savoir s'il a été admis que ce délai puisse s'interrompre. Ça veut dire si c'est une présomption, J'ai dit irréfragable, oui. Ah oui, bien sûr. Pour élargir un petit peu votre présentation qui était déjà assez riche, est-ce qu'on peut en déduire que ce formalisme qui est rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, elle est limitée au renouvellement du bail ou est-ce qu'elle peut s'entendre à tous les actes commerciaux? Je serais très prudent. Sur l'extension, je reformule, je suis désolé, c'est pour sur l'extension éventuelle de ce formalisme à l'ensemble des actes, je serais très prudent également sur la rédaction du congé, c'est-à-dire l'acte par lequel le bailleur notifie son intention de ne pas renouveler. Là aussi, la particularité de l'affaire, c'était que le locataire avait sollicité le renouvellement et donc il fallait lui répondre, oui ou non. Mais dans de nombreux cas, c'est le bailleur qui prend l'initiative de donner congé avant même que le locataire sollicite quoi que ce soit. Et si ça avait été un congé, ça aurait été la même chose. Le congé sans la mention ès-qualité aurait été tout autant sanctionné que le refus de renouvellement. Donc je serais également très prudent sur le congé. Oui. Et au-delà des bails commerciaux, vous pensez qu'on peut étendre cette exigence au-delà ou c'est un peu aventureux de pousser le raisonnement jusqu'ici? Je crois que tout ce qu'on ne fait pas en son nom doit être précisé. Tout ce qu'on ne fait pas en son nom doit être précisé, effectivement. Madame. Par exemple, concernant le locataire, s'il a remarqué l'absence de deux mots magiques et salites, est-ce qu'il peut juste ne pas réagir et rester dans son bon droit?
ou bien est-ce qu'il est obligé de notifier qu'il n'est pas d'accord, ou de faire un procès, ou... Alors, que doit faire le locataire lorsqu'il se rend compte de l'absence des 2 mots magiques, comme vous dites? La stratégie, à mon sens, la plus efficace à chaud, c'est de laisser venir à lui le bailleur, parce que le bailleur va bien s'apercevoir qu'il ne vide pas les lieux, et c'est le bailleur qui va du coup se trouver en position de demandeur. Il peut être confortable d'être défendeur en justice. Donc la meilleure stratégie, et je crois d'ailleurs que c'est celle qui avait été adoptée ici, c'est de ne pas bouger une oreille, et au cas où le bailleur diligente une action en expulsion, faire remarquer que, ah bon, un congé? J'avais cru comprendre que c'était une plaisanterie, puisque les 2 mots magiques n'y figuraient pas. Mais... Merci. Je vous en prie. Et je crois que c'est la fin. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup.